Bonjour à tous, merci d'être là. En fait, on avait envie de se poser la question ce matin de ce que le numérique pouvait apporter pour progresser et réussir dans le cadre des enfants extraordinaires, comme on les appelle. D'ailleurs, on vous donnera rendez-vous en février, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, comment est-ce qu'on peut progresser et réussir avec le numérique et les sciences cognitives? Donc, c'est bénéficier de la recherche et du travail d'éditeurs comme Belin, par exemple, qui va nous présenter une collection vraiment extraordinaire. Donc je vais juste laisser nos quatre speakers se présenter, puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc on peut commencer par Marion, juste pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Marion Berthaud. Donc, moi, j'ai fondé Mobilis, une société spécialisée dans la remédiation à la dyslexie. Donc, comment aider les dyslexiques à lire plus facilement grâce à des outils numériques qui sont à la disposition de l'utilisateur directement dans le livre. Bonjour, moi je suis Elisabeth Mauger, orthophoniste. J'ai fondé ma vie au plus beau métier qui existe et pour aider les gens à pouvoir s'exprimer, s'exprimer par oral, par écrit et pouvoir penser et être libre. Bonjour, moi c'est Lorraine Meurice et je suis éditrice chez Belin Éducation au service primaire. Je travaille sur la collection Colibri qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est à destination des dyslexiques. Bonjour, Caroline Delattre. Donc, je suis cofondatrice de l'association Système 10. Donc, je suis dyslexique, dyscalculique. Et l'association gère une école spécialisée pour les enfants 10. Je suis à la base statisticienne et je me suis retournée vers l'enseignement. Et avec Belin, nous avons participé à l'élaboration de la collection Colibri. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'intervention de Lorraine qui va nous expliquer un petit peu cette fameuse collection Colibri autour de laquelle on va pas mal tourner sur cet échange. Alors, Lorraine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet et puis nous expliquer en quelques mots ce qu'il en est, en fait? Donc, c'est une collection de lecture pour les enfants et qui est née en 2016, donc il y a déjà 2 ans. Et on a aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, 22 titres, 22 petites histoires pour les enfants dyslexiques. Donc on s'adresse à des enfants qui ont globalement entre 8 et 12 ans. Après, c'est juste un ordre d'idée, une indication. C'est une collection donc, qui a été pensée sur mesure pour les enfants dyslexiques. Et quand je dis sur mesure, c'est-à-dire qu'elle a été pensée avec vraiment une équipe. Donc il y a vraiment plein de synergies et des points de vue différents qui se sont associés pour créer cette collection et pour qu'elle soit la plus adaptée possible. Donc on a évidemment le côté éditorial avec Belin Éducation, éditeur parascolaire, scolaire et parascolaire avec cette expertise pédagogique. Ensuite on a tout le côté pédagogique aussi avec Caroline Delattre qui est directrice de l'école Fouriot adaptée pour les dyslexiques, qui nous a aidé à construire la charte de la collection avec son regard pédagogique. Ensuite, on s'est associé à une équipe de linguistes qui sont des universitaires de l'Université de Toulouse, qui, elles, ont vraiment le regard scientifique et qui nous ont aidés à construire la charte de ce point de vue linguistique et scientifique, pour être sûr de ne pas faire de bêtises d'un point de vue scientifique. Et que j'oublie personne. Et ensuite, on s'est associé à des orthophonistes, bien sûr, qui nous ont aidés à expérimenter la collection en amont, avant de lancer les titres. Donc on a toute cette équipe-là qui s'est associée pour créer une charte. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, c'est une collection qui est construite en 4 niveaux de lecture. Alors les niveaux 1 et 2, on a à chaque fois 2 petites histoires assez courtes. Et les niveaux 3 et 4, on est plus sur des petits romans, donc pour les lecteurs un peu plus aguerris. Et dans chaque histoire, on travaille un graphème de la langue française qui pose problème. Donc je prends un exemple, par exemple le son « et » qui s'écrit « e ». Bon, ça peut poser problème pour les enfants dyslexiques. Alors, ce n'est pas l'exemple qui est pris là. En l'occurrence, c'est le « a ». Donc, on commence par des choses assez simples dans les niveaux 1. Et ensuite, il y a eu toute une réflexion sur la mise en page pour faciliter la lecture. Il faut savoir que les enfants dyslexiques ont des difficultés de lecture, par définition. On dit souvent qu'ils voient les lignes qui bougent, les mots qui se mélangent.
il y a évidemment plein de types de dyslexie, mais globalement, c'est des difficultés à poser les mots sur la page. Il y a un problème visuel, on va dire. Donc on a adapté la charte dans ce sens-là. Donc on a des phrases, des lignes assez courtes avec un interlignage important, une police assez grande. On a choisi une police à bâton, donc sans empattement, c'est-à-dire qui est beaucoup plus lisible, voilà, que toutes les polices qu'on peut voir dans les collections de lecture pour les enfants. Voilà. Et puis, alors si on peut revenir peut-être slide d'avant, voilà. Voilà, on a des paragraphes courts, des phrases courtes également. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment visuel. Ensuite, il y a eu une réflexion sur la matérialité du livre, vraiment. Donc on a choisi un papier assez épais pour pas qu'il y ait de transparence. Un papier blanc cassé pour éviter la fatigue visuelle qu'ont les enfants dyslexiques, où souvent voilà, le blanc, ça contribue à fatiguer l'oreille. Et ce sont des enfants qui se fatiguent beaucoup plus vite, qui ont des troubles de l'attention, de la concentration. Et voilà, donc il faut tout faire pour faciliter leur attention. Donc le papier blanc cassé aide, on ne se rend pas très bien compte là, mais ça aide voilà, à la lecture. On a un format souple, maniable, voilà, avec des rabats qui aident au repérage de la lecture, pour savoir où on s'est arrêté dans la lecture, par exemple. Voilà, donc ça, c'est sur la matérialité du livre. Et puis ensuite, on a toute une réflexion, évidemment, sur le contenu même, donc le texte en lui-même. Et là, on a fait appel à une équipe d'auteurs jeunesse qui sont, pour la plupart, déjà reconnus dans leur domaine, qui ont écrit beaucoup voilà, chez d'autres éditeurs. On a par exemple Jean-Claude Mourleva ou Timothée de Fombelle, Jean-Philippe Arouvigno, qui sont voilà, des pointures en littérature jeunesse et qui ont accepté de se prêter au jeu d'écrire des textes sous contrainte. Donc les contraintes sont, comme je l'ai dit, le fait d'écrire avec un graphème récurrent. Donc par exemple, quand on travaille le A, on a demandé à l'auteur d'écrire un texte avec le plus de mots possible où le graphème revient, pour que l'enfant puisse automatiser la présence du graphème dans les mots. Et voilà, ensuite, Elisabeth vous en dira peut-être plus à ce sujet. Les autres contraintes, c'est évidemment d'écrire des phrases courtes avec le plus de clarté possible dans les syntaxes. Par exemple, éviter des pronoms qui sont trop éloignés du nom auquel ils renvoient. Éviter les propositions relatives un peu trop complexes. Enfin voilà, il y a toute une réflexion sur les syntaxes. Et puis ensuite, évidemment, le choix du vocabulaire. Donc voilà, éviter les mots trop compliqués. On a à chaque fois un petit dictionnaire qui aide l'enfant à comprendre les mots qui peuvent poser problème, mais on fait en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et la magie de tout ça, c'est qu'on arrive quand même à avoir des histoires qui restent des vraies histoires littéraires et voilà, qui aident l'enfant à rentrer vraiment dans le plaisir de la lecture. Donc c'est pas du tout de la littérature au rabais. Et pour nous, c'était un peu le défi, et on pense qu'a priori, on a relevé le défi de proposer des histoires vraiment agréables à lire. Par rapport à vos process, quand vous créez une autre collection, là, vous avez fait travailler vraiment beaucoup plus d'experts sur les histoires. Oui, à partir du moment où on est sur une problématique, j'allais dire quasiment médicale, parce que voilà, on est sur c'est un vrai handicap, la dyslexie, et puis elle est souvent associée à d'autres troubles. Peut-être qu'Elisabeth nous en parlera aussi. Il y a souvent de la dysorthographie qui va avec, ou il y a parfois d'autres troubles dys qui peuvent s'y associer, de la dyspraxie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de troubles. Comme je le disais, il y a aussi des troubles de l'attention, de la concentration qui peuvent s'y ajouter. Donc voilà, on est sur des problématiques vraiment du handicap. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut proposer un outil vraiment adapté et sur mesure. Et donc oui, c'est pour ça qu'on a constitué une équipe de gens, d'experts dans leur domaine. Donc vous avez modifié votre process pour cette collection. Elle a combien de temps cette collection? Ça fait combien de temps que vous l'avez commencée? Puisque là, vous avez une collection presque finie. Enfin... Alors elle a 2 ans, donc elle a été créée en 2016, octobre 2016. On l'a lancée pour la journée des 10, le 10-10, donc le 10 octobre. Voilà, donc on a déjà un bon catalogue. Et donc 22 titres papier, 10 titres numériques. Est-ce que les titres numériques... Est-ce qu'on devrait en avoir 12 de plus? C'est en réflexion, évidemment. Là, on vient de lancer 10 titres numériques. Donc, à partir du catalogue déjà constitué, on en a adapté 10 en format numérique. Donc, avec l'aide de Marion Berthaud de Moby10, expert en la matière. Voilà, donc c'est tout récent. Là, ils viennent vraiment de sortir en octobre dernier, enfin septembre dernier plutôt. Ok. Donc ça, c'est les petites activités d'entraînement qui sont avant les textes. On est sur une collection qui est pour aider
des enfants qui ont des problèmes, enfin des difficultés de lecture. Donc on va les aider au maximum à rentrer dans la lecture par, encore une fois, des petites activités d'entraînement. Là, par exemple, dans l'histoire qu'ils vont lire, c'est le son que qui s'écrit QE. Donc on entraîne les enfants à lire des mots et des syllabes dans lesquelles le graphème est présent. Après, l'idée, c'est pas du tout de de rentrer. On met pas en avant la dimension du travail de manière trop importante non plus. On rentre assez rapidement dans le plaisir de la lecture. Donc on a une double page comme ça avant chaque histoire, mais ça s'arrête là. Donc ça, c'est un petit travail préparatoire que peut faire l'enseignant dans sa classe ou bien le parent à la maison. Voilà, ou l'orthophoniste en cabinet. L'orthophoniste en cabinet. D'accord. D'ailleurs, c'est une question qu'on verra après. L'enseignant, quand il a certains élèves dyslexiques, mais pas tous, comment est-ce qu'il gère ça ? Alors c'est vrai que pour l'enseignant qui a un ou plusieurs élèves dyslexiques, c'est pas facile. De même qu'un autre enfant qui aurait des difficultés particulières, c'est toujours compliqué pour un enseignant de porter son attention sur un seul élève quand il a une classe entière à gérer. Et on pense que Colibri peut aider l'enseignant dans le sens où un enfant qui aurait des difficultés à lire, je ne sais pas si l'enseignant se dit je vais faire 1 heure de lecture où chaque enfant lit un livre qu'il veut. L'avantage c'est qu'il aura un outil spécial pour l'enfant qui pourra lui aussi lire un vrai livre pendant ce temps-là. Et pas se sentir mis de côté. Ok. Donc là, vous avez une classe du CEREN. Le Oui. CEREN, c'est un ensemble d'établissements qui s'occupent d'enfants avec des troubles, alors je ne crois pas spécifiquement 10, mais des troubles de l'attention. Si, c'est ça. Troubles 10 en général. Voilà, et donc c'est une classe d'enfants effectivement qui sont venus expérimenter nos livres numériques un peu avant le lancement pour vérifier qu'on ne s'était pas trompé, que les outils qu'on a mis en place étaient vraiment adaptés et que ça répondait à leurs besoins. Et vous avez constaté des améliorations dans leur progression ? Alors ce qui était amusant, c'était de voir que les enfants passaient, parce qu'on avait à la fois mis les livres papier et les livres numériques, ils passaient vraiment du papier au numérique sans aucune différence. C'était assez étonnant de voir que... Et donc c'était plaisant de voir que les livres papier répondent à certains besoins et le numérique à d'autres besoins. Le livre papier, ils sont toujours très heureux de pouvoir tenir un livre et de lire comme un vrai lecteur. C'est très satisfaisant pour eux. Et le numérique, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais on a mis en place plusieurs outils, encore une fois avec Moby10. On a réfléchi à tout ça en amont. Des outils assez simples, mais qui répondent aux besoins principaux des enfants 10. Donc, un des outils principaux, qui est une des aides les plus utiles pour les lecteurs en difficulté, c'est l'audio. Alors l'audio, pas les voix de synthèse qu'on peut avoir dans certains outils. Mais... Voilà. Donc là, pour le coup, on a fait appel à des comédiens très connus, par exemple Édouard Baird, qui ont accepté de lire les textes. Et pour nous, c'est une vraie plus-value. De même qu'on a eu des grands auteurs jeunesse qui se sont lancés dans l'aventure, et de même des comédiens ont accepté de se lancer aussi dans l'aventure pour aider les enfants dyslexiques à, encore une fois, à pas avoir une histoire au rabais ou lue par une voix de synthèse ou un lecteur lambda. Là, c'est vraiment des comédiens qui ont mis tout leur cœur et qui ont interprété les textes aussi à leur manière. Donc voilà, l'audio, c'est un des outils principaux. Ensuite, on a par exemple un petit dictionnaire qui permet d'identifier les mots qui posent problème. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre du coup. Les mots ou expressions qui peuvent poser problème sont signalés en étant soulignés. Et puis l'enfant peut cliquer dessus, il entend la définition et il peut la lire en même temps. On a aussi la possibilité de grossir le texte ou de le baisser, parce que ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte aussi, c'est que chaque enfant est différent et chaque enfant a son propre confort de lecture. Donc, ce que nous, on va juger comme déjà assez gros, pour certains enfants, ça ne l'est pas assez, donc ils vont vouloir grossir encore au maximum. Ou à l'inverse, certains enfants vont préférer avoir tout le texte vraiment, peut-être un peu moins gros, mais ça peut les aider. Le graphème qui est travaillé dans l'histoire, l'enfant peut le mettre en couleur ou non, selon qu'il est à l'aise ou pas avec le déchiffrage. Ensuite, il y a la possibilité de mettre en couleur les raises. Alors c'est un mot un peu technique pour dire les unités de sens, les mots qui font sens ensemble, parce que ça c'est aussi une des difficultés des lecteurs 10, c'est qu'ils ne font pas forcément la distinction entre... tous les mots se confondent, et donc pour la compréhension c'est très compliqué, parce qu'ils ne vont pas identifier sujet, verbe, complément, donc ils vont lire sujet, verbe, et puis ensuite complément et la suite de la phrase, donc c'est très compliqué. Et donc là on a une alternance de couleurs, c'est peut-être pas très visible ici, mais l'idée c'est d'aider au déchiffrage et à la compréhension par cette mise en couleur des unités de sens.
Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des... Et donc l'audio est divisé en deux fonctionnalités, soit la possibilité de lire en tapant sur le passage qui pose problème, vous avez juste la lecture du passage qui pose problème, ou alors vous avez la possibilité de lire l'intégralité de la page avec un prompteur en fait qui comme une sorte de karaoké en fait, qui aide l'enfant à suivre le texte en même temps qu'il l'entend. Donc là, le but du jeu, c'est d'acquérir des mécanismes de lecture pour les enfants, 10, et est-ce que après, on imagine qu'ils vont pouvoir basculer sur un livre classique Alors, ça reste des outils pour pallier une difficulté. On sait qu'un enfant 10 aura probablement toujours des difficultés. Enfin, il vivra et grandira avec ce trouble 10. L'idée, c'est de proposer un maximum d'outils qui l'aident déjà à prendre confiance en lui, parce que souvent, ce sont des enfants qui sont mis de côté assez rapidement, qui se sentent un peu à l'écart, parce que ils n'avancent pas au même rythme que les autres. Donc, à partir du moment où on les aide à lire comme les autres, Mais c'est vrai qu'il faut proposer de plus en plus d'outils comme ça pour les enfants, les adolescents et les adultes, parce que ce ne sont que des béquilles, en fait. Ok. Donc peut-être on peut justement évoquer la partie technique. Et Marion, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour mettre en place toutes ces fonctionnalités que vous proposez sur les livres numériques? Donc vous intervenez que sur les livres numériques. Et sur la partie papier, vous n'intervenez pas? Alors, on n'est pas intervenu sur la partie colibri papier. Par contre, on est aussi sollicité par des éditeurs pour intervenir sur le papier. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique peut vraiment apporter de l'aide à l'enfant, mais il peut aussi apporter de l'aide à l'éditeur parce que on va aller traduire ce qu'il cherche à faire en numérique. Là, par exemple, la collection Colibri est basée sur cette idée de correspondance graphème-phonème. Chaque livre travaille un graphème-phonème qui fait problème. Et donc, là, tout à l'heure, on avait le A. Dans celui que je suis en train de passer, c'est le IE qui se prononce I. Donc, typiquement, dans la collection papier, on matérialise le IE qui se prononce I avec une couleur différente. Et puis, Lorraine est venue nous voir en disant oui, mais sauf que on nous demande quelquefois la version papier, mais sans la coloration du IE, parce que c'est juste une histoire comme une autre. Et puis, il y en a qui ne veulent plus le IE, ça y est, ils l'ont acquis, le IE, ils ne le veulent plus en couleur. C'est un peu comme quand vous apprenez à faire du vélo, vous avez des petites roulettes au début, et puis il y a un jour, vous dites les petites roulettes, ça m'empêche de faire des dérapages contrôlés. Donc, vous avez envie de les enlever, les petites roulettes. Eh ben, c'est ça l'idée du numérique, c'est de pouvoir enlever, rajouter. On est un peu fatigué, on va se le faire lire. Ça fait 3 fois qu'on lit le livre, on le connaît par cœur, c'est bon, on n'a plus besoin de la couleur. C'est ça que le numérique va apporter à l'enfant. La customisation à la demande, en fonction de chaque élève, en fonction de chaque enfant, en fonction même de l'humeur qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est le pouvoir du numérique. Et pour aider les maisons d'édition, du coup, on voit bien qu'on travaille sur la langue. Là, on a parlé des phonèmes qui correspondent à un graphème, ou des graphèmes qui correspondent à des phonèmes, donc des sons qui correspondent à une façon d'être écrit. Mais encore faut-il le détecter. Alors, sur un texte court, on peut le faire à la main. Mais dès qu'on commence à vouloir le détecter sur beaucoup de pages, c'est plus compliqué, c'est plus long. Même chose, on a parlé des groupes de mots qui font sens, les unités de sens. Pareil, si on le fait avec un stabilo, quand on est orthophoniste et qu'on prépare ces séances, c'est fastidieux, mais bon, on y arrive encore sur un petit texte. Mais quand on arrive au collège et qu'il faut commencer à le faire sur Victor Hugo, ou sur... là, ça devient nettement plus compliqué. Et c'est là encore où le numérique va pouvoir apporter quelque chose. Aujourd'hui, on a des outils qui sont capables de traiter la langue. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent pas simplement le fait que c'est un A, ils sont capables de reconnaître que c'est un A qui se prononce A. On a des outils qui sont capables de reconnaître qu'un adverbe est un adverbe, qu'un complément est un complément, qu'un groupe de mots est une unité de sens. Et ça c'est ce que nous apportent les sciences numériques, et en particulier, en l'occurrence, là, des sciences du traitement du langage. Nous, Moby10, c'est ce pont-là qu'on fait. On veut mettre ces sciences-là au service du handicap, au service là, de l'apprentissage de la lecture, parce que, je vous le donne en mille, l'intelligence artificielle, ça ne sert pas que à prédire le prochain lave-vaisselle que vous allez acheter. Ça peut aussi servir
ce genre de propos. Non, mais alors, continuez. Moi, je voudrais comprendre aussi la jeunesse de votre projet de Moby 10. La genèse de notre projet, c'est basé là-dessus, en fait. C'est cette idée que le numérique... les progrès du numérique favorisent toujours un peu les mêmes. Le marketing, les grosses boîtes, et que finalement, si ça, en plus, ça pouvait avoir du sens, avoir une utilité sociale... moi, je travaille depuis 20 ans dans le numérique, et c'était ça ce qui me manquait, ce sens-là. Donc, c'est de là qu'est né Moby 10. Donc Moby 10 est né il y a combien de temps ? Moby 10 est né il y a 3 ans du croisement entre 3 métiers, le numérique que je portais, l'orthophonie, enfin la santé, donc une orthophoniste, et puis un éditeur freelance qui travaillait pour des maisons d'édition et qui voulait mettre du numérique dans le livre. Voilà. D'accord. Ok, et donc aujourd'hui, votre activité va bien. Vous avez 12 titres à faire avec Belin, donc sur les prochains mois. Oui, on signe quand Non, les dernières expérimentations qu'on a faites nous ont montré 2 choses. La première, c'est que les orthophonistes qui travaillent avec nos livres, mais les enseignants aussi, nous ont dit, c'est super, mais on veut pouvoir choisir le titre. On veut pouvoir dire, moi, c'est ce livre-là que je veux étudier. Parce que le sujet apporte quelque chose à la séance, à l'enfant, pour X raisons. Enfin, donc, 1, pouvoir choisir le titre, ok. Et 2, les parents nous ont dit, nous, ce qui nous manque essentiellement, c'est au collège. En primaire, on arrive à trouver, les éditeurs font des choses encore. Quand on arrive au collège, eh ben là, c'est beaucoup plus difficile. Il y a peut-être des profs de collège dans la salle ? Non ? Oui, voilà. Donc, on s'est lancé dans un projet un peu fou. Mettre en accessibilité tous les livres utilisés au collège. Les livres de littérature, avec des fonctions de ce genre, et les manuels scolaires en audio. Tous les professionnels s'accordent à dire que l'audio est un formidable moyen de compensation. Lire, entendre quelqu'un qui lit le libellé de l'exercice, l'énoncé, la leçon, c'est un moyen de compensation formidable pour l'enfant, pour qu'il comprenne et pour qu'il puisse suivre, faire ses devoirs. Donc, mettre les manuels en audio. Donc, on veut lancer cette offre-là pour la rentrée 2019. Et d'ici là, on cherche des collèges pour tester gratuitement l'offre. Et donc, pour nous dire quels sont les livres qu'ils veulent qu'on mette en accessibilité. Nous, on s'occupe de la négociation avec les maisons d'édition, parce qu'il faut leur demander leur autorisation quand même. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de faire des retours, nous dire comment les élèves ont apprécié, est-ce que les profs... Ça ne change pas la façon de faire cours, hein, c'est la même, on ne demande pas un effort supplémentaire aux profs, c'est juste que l'élève va pouvoir chez lui écouter son manuel, il va pouvoir lire son livre comme ça. Bon, si en plus il veut faire de la pédagogie différenciée, c'est très bien. Donc, si vous connaissez des collèges qui pourraient être intéressés pour être pilotes, vous avez mes coordonnées quelque part, non ? Enfin, je vous les donne. Voilà. Ok, merci. Bon, super, merci. Alors du coup, peut-être qu'on va faire le lien avec Elisabeth. Faire le lien, c'est pas facile, parce que moi, je voulais vous présenter déjà les quelques notions de base qui définissent les troubles 10. Parce qu'effectivement, en général, on parle de la dyslexie et on met tout dans la dyslexie, c'est un grand sac. Alors qu'en fait, on a quand même plusieurs types, comme le disait Lorraine tout à l'heure, de troubles 10. On a la dyslexie. Tiens, ma tablette ne veut plus s'allumer, évidemment. Donc, comme trouble spécifique, ce qui est marqué, parce qu'il faut mettre votre de la lecture. Ça, il faut que je me mette plus près. Oui, je ne suis pas habituée à parler dans les micros, excusez-moi. Vous avez après... Non, ça passe déjà ? Ça va vite, oui. Donc après, vous avez le trouble de l'orthographe, qui est le trouble qui est celui qui résiste le plus, hein, qu'on a le plus de mal à rééduquer, on va dire. Hein, c'est ce qui résiste, hein, parce que là, ça vient de la tête de la personne et il faut qu'elle aille chercher dans son stock. Et voilà, le stock a été tellement difficile à établir qu'il est difficile à restituer. Il y a la dysgraphie qui est vraiment comme... Ça va souvent avec la dyspraxie.
qui est plutôt au niveau de la zone motrice cérébrale, hein, un empêchement d'ajuster le mouvement, de coordonner le mouvement. Vous avez la dyscalculie qui va toucher plus l'écriture des chiffres, le repérage de la forme des chiffres et donc tout ce qui est après le système opératoire. Et puis bien la dysphasie qui est moins bien connue, on va dire, mais qui va être plutôt à la base avant les troubles 10, hein, parce que la dyslexie ne peut être établie qu'à 6 ans et les troubles 10 en général, la dysphasie aussi. Et en fait, la dysphasie, c'est vraiment le langage oral. Et donc, l'enfant a du mal soit à s'exprimer la plupart du temps, soit à comprendre. Et alors là, c'est un trouble très, très sévère et c'est très compliqué. Mais chez les enfants dysphasiques, le langage écrit va, au contraire, les raccrocher à une espèce de réalité fiable, comme les autistes d'ailleurs, souvent. Le langage écrit va être quelque chose de plus fiable que le langage oral. Voilà. Alors qu'on vient de dire que l'oral est un bon renforcement pour les autres troubles. Voilà, il y a vraiment deux versants. Alors après, donc la dyslexie, elle se définit comme une difficulté durable d'accès au langage écrit chez un enfant normalement intelligent. Hein, il n'y a pas de troubles sensoriels, il n'y a pas de problématiques socio-familiales au départ, on va dire. Hein, et voilà, l'enfant, moi j'insiste sur le normalement intelligent parce qu'on a souvent tendance à juger celui qui ne parvient pas à lire comme un individu d'intelligence moindre. Et en fait, au contraire, les dyslexiques vont souvent développer d'autres compétences à un niveau meilleur que l'ensemble de la population de bons lecteurs, un peu comme les aveugles vont développer le sens de l'ouïe et le sens du toucher. Alors, ils vont paradoxalement s'intéresser aux hiéroglyphes, à Champollion. Enfin voilà, ils sont dyslexiques, mais non, ils s'intéressent à ça. On se dit, mais bon sang, la rose des sables, mais pourquoi? Mais oui, voilà, ils cherchent des moyens justement de se repérer autrement. Et du coup, ils ont des stratagèmes, quoi. Et on peut repartir de ça, de ces compétences-là, pour justement essayer de compenser leurs difficultés de repérage du langage écrit. Ça peut même être quelque chose, enfin, c'est pas simplement compenser quelque chose qui est en moins des autres, mais ça peut être une plus grande imagination, plus créatif. Ils peuvent faire des choses formidables, ces enfants-là. J'en parlerai à la fin. Et donc, alors la suivante. Donc, la dyslexie touche 1% à 8% des enfants d'âge scolaire, quelle que soit leur appartenance géographique et leur origine raciale. En France, en 6e, il y a environ 30% de lecteurs non experts. Enfin, il y avait, je vais dire, peut-être que ça a augmenté. Hein. C'est des chiffres qui datent un peu. 5% sont dyslexiques et 10% ont une grande insuffisance en reconnaissance des mots. Voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, j'ai sauté une page. Non, là, je suis trop loin. Là, en fait, sur la... Il défile tout seul, oui. Oui. En fait, je pensais pouvoir m'y adapter, mais c'est la première fois que je fais ça. Voilà, veuillez m'excuser. C'est très bien, ça permet de comprendre. En plus, on m'a envoyé le PowerPoint samedi, donc un petit peu juste en préparation. Alors, donc en tout cas, pour résumer, la dyslexie, et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, concerne des enfants normalement intelligents, sans troubles psychosociaux, sans... Au départ. Et les chiffres que vous annoncez combien d'enfants dyslexiques en France? Il y a 8 à 10% d'enfants 8 à 10%. Est-ce que voilà. Jean-François ou Élie auraient d'autres chiffres? Parce que moi, j'en ai entendu d'autres. Non, je suis en train de chercher sur Google. Ah ben voilà, d'accord. Voilà. Mais parce qu'en fait, quand on parle de 8%, c'est 8% détectés. Oui, en fait, oui, détecter, et puis surtout des vraies dyslexies, pas des troubles d'apprentissage. Il faut faire la différence entre la vraie dyslexie et le retard d'apprentissage pour X ou Y raison. Alors justement tous ces troubles qui vont apparaître chez des enfants qui vont être mal stimulés au départ, dans des conditions de vie compliquées, dans un francophonisme bancal. Voilà. Enfin, il y a des tas de raisons qui, dans un climat affectif chaotique, voilà, des tas de raisons qui vont faire que ces enfants-là vont avoir plus de mal à apprendre tout
pas seulement la lecture à ce moment-là, et c'est un retard qu'on va trouver global, quoi. Et ça, c'est un point commun avec l'enfant dyslexique. L'enfant dyslexique va avoir du mal avec la lecture, mais ça va impacter finalement tous les apprentissages, même les mathématiques, les sciences, tout. Oui, sauf que Mais c'est pas la même chose. une difficulté spécifique, là. C'est vraiment un trouble spécifique avec une voix qui va pas fonctionner. Et on va pouvoir se compenser, et on sent bien quand les parents sont là et que l'enfant peut compenser grâce à des tas d'autres stimulations où il va se repérer sur d'autres choses. Alors que l'enfant qui est dans un chaos ou qui est dans une difficulté de langue ou des choses comme ça, il n'y a personne qui va l'aider. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous voyez dans votre cabinet et comment est-ce que la collection Colibri peut aider aussi d'autres enfants avec d'autres difficultés? Malheureusement, ce que je vois souvent dans mon cabinet maintenant, c'est beaucoup d'enfants que j'appelle les no-linguistes, parce qu'ils sont ni dans leur langue maternelle comme outil de communication, ni dans le francophonisme bien installé, ni dans le bilinguisme. Donc, quelquefois, ils ont même 2 ou 3 langues à la maison. C'est compliqué. En tous les cas, même quand ils n'en ont qu'une, il faut qu'ils parlent la langue maternelle, et ça, j'insiste. Mais il faut que ce soit un outil de communication et non pas une barrière qui les empêche d'aller vers l'extérieur. Et on a maintenant des listes d'attente complètement embolisées par ce type de problème, parce que les écoles ne savent pas quoi faire de ces enfants qui arrivent en CE2, CM1, tant bien que mal, ils ont tenu jusque-là, et puis là, ça explose, parce qu'il y a un côté pragmatique du langage en français qui est nécessaire pour toutes les compétences transversales et qu'ils n'ont pas, parce que ils ont du mal à faire la différence entre un et une déjà, parce que nous, on sexualise tous les mots, et qu'il y a des tas de langues où c'est pas le cas, et puis les petits mots, tous les petits mots. Alors, ils sont dans la globalité du langage, ils vont avoir acquis du vocabulaire, mais pas les petits mots qui font le sens. Tous les anaphores, tous les mots, toutes les prépositions, tout ça. Et du coup, ça fait plein de contresens, que ce soit en français, en mathématiques. Voilà, c'est vraiment compliqué pour eux. Et ils sont en échec, et le tableau, l'échec, découragement, ils vont entrer dans des symptômes comme le tableau des 10, mais ils ne sont pas des 10. Voilà, c'est du trouble acquis par inconfort de vie, je dirais. Donc c'est dans votre cabinet qu'on fait le diagnostic finalement? Oui, et qu'on les prend quand même, malheureusement, parce que pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Et alors, justement, Colibri m'a bien fait avancer avec ça dans sa version numérique. Parce que les enfants ont découvert qu'ils pouvaient avoir un bon lecteur avec eux. C'était la tablette, qui là est fiable, donne un bon modèle de lecture et leur permet d'écouter ou de dire eux-mêmes la syllabe dans les petits jeux du début, par exemple, et puis de vérifier si c'est bon en l'écoutant, et de vérifier s'ils ont compris un peu l'histoire qu'ils ont écoutée en regardant les images et en répondant aux petites questions qui sont à la fin, et en entendant la réponse lue, et en voyant la petite coche verte. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui leur donnent une espèce d'autonomie, parce que leurs parents, eux, n'ont pas forcément appris le langage écrit en français. Déjà peut-être même pas dans leur langue quelquefois, donc c'est compliqué pour eux d'aider leur enfant. Alors, ils disent, je comprends pas, mon fils aîné, il a réussi, et pas celui-là, pas le deuxième. Voilà, oui, mais on fait pas les mêmes enfants à chaque fois. Et voilà, c'est un outil, du coup, un outil parmi tant d'autres, parce que j'ai eu d'autres logiciels qui ont pu aussi aider les enfants, et les parents ont envie d'investir là-dedans, parce que, oui, ça va les aider, c'est fiable, et au moins, c'est un bon repère. Voilà le numérique dans son côté positif. Et du coup, la collection Colibri, par exemple, on l'achète sur les stores. Comment on fait quand on est parent pour l'acheter? Oui. Alors, plusieurs moyens. Après, ça dépend de l'équipement final. Donc, si vous êtes sur Apple, donc si vous avez un Mac, un iPhone ou un iPad, ça se trouve sur l'Apple Store assez facilement. Et si vous êtes sur Android ou sur Samsung, sur Android, pardon, vous avez un site de librairie en ligne qui s'appelle ePagine. Vous pouvez trouver
le livre et l'acheter. Et il y a une application qui permet de le lire qui s'appelle Lisa. On a choisi celle-là parce que voilà, toutes les applications ne permettent pas de lire les livres parce que comme on est sur de l'EPUB enrichi avec voilà, de l'interactivité dans les petits exercices, etc., c'est pas lisible sur une liseuse classique, quoi. D'accord. Et du coup, Caroline va peut-être pouvoir nous expliquer son expérience à l'école. Oui. Bonjour, nous sommes intervenus dans la collection Colibri en amont. Donc, c'est toute une équipe qui a travaillé. On a travaillé avec les enseignants-chercheurs de l'Université Jean Jaurès du Mirail, qui travaillent sur les sciences cognitives et qui sont linguistes. L'association gère une école spécialisée. On accueille des enfants 10, donc dyslexiques, dysorthographiques, dysphasie. Donc, en tant qu'enseignant, on doit s'adapter à l'ensemble des troubles et des difficultés des enfants. Et vous accueillez combien d'enfants ? Alors, on accompagne 80 familles au sein de l'association et nous avons une trentaine d'enfants qui sont scolarisés à temps plein, du CP au CM2. Après, on accompagne des enfants jusqu'au bac. Et l'école a été créée quand ? Alors, l'association est née en 2006, l'école a été créée en 2009. Donc là, on voit le lieu. Et donc, voilà, sur la diapositive suivante, voilà, on voit qu'on doit s'adapter à l'ensemble des difficultés des enfants 10. Donc, notamment la double tâche. Donc, c'est le fait de pouvoir faire deux choses en même temps. C'est là où le numérique est très intéressant. Parce que pour un enfant 10, le fait de décoder, de déchiffrer au niveau de la lecture et d'accéder à la compréhension, on est déjà dans de la multitâche. Et donc, c'est vrai que le numérique va permettre d'accéder au plaisir de la lecture. On peut travailler l'écoute. Donc, quand on écoute une histoire, on travaille l'attention de l'enfant. Mais en même temps, l'enfant va pouvoir être imaginatif, créatif et va pouvoir imaginer l'histoire dans sa tête. Donc, ça lui permet aussi de rentrer dans la lecture. Et donc, avec une alternance d'histoires lues, d'histoires écoutées, on va l'aider à avoir ce plaisir de la lecture et aller progressivement, voilà, aussi bien sur du livre papier que vers du numérique. Donc, en tant qu'enseignant, on doit faire attention aux difficultés dans l'espace, difficultés dans le temps. Ce sont des enfants qui ont une faible estime de soi puisqu'ils sont souvent en échec scolaire. Ils ont des difficultés au niveau du traitement de l'information écrite, des difficultés de concentration, d'écriture. Et on voit également des difficultés au niveau des mémoires. On voit que pour l'apprentissage, ce sont des enfants qui apprennent puis peuvent oublier. Donc la mémorisation sur du long terme est plus laborieuse et plus difficile. Donc, on doit prendre ensemble l'ensemble des troubles. Donc, pour un petit historique de l'association, donc, elle a été créée en 2006. L'association réalise différentes conférences, on fait du soutien scolaire et des stages. On travaille vraiment sur la pédagogie, on travaille avec les familles. Ce sont des parents, des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, d'être compris par les parents. D'où l'importance des conférences et savoir un petit peu comment les accompagner à la maison. Voilà, l'association a été reconnue d'intérêt général en 2010 et en 2016, on a participé donc à la collection des livres avec Belin. Donc, comment travailler avec les enfants ? Bon, progression bien sûr lente et ordonnée. On va favoriser tout ce qui va être plurisensoriel. En utilisant plusieurs types de mémoire. Ce sont des enfants qui se fatiguent beaucoup, donc il faut alterner des phases où on va écrire, des phases où on va manipuler. Ils ont besoin de bouger, donc ils peuvent se déplacer. Avec le numérique, maintenant, avec les tableaux, ils peuvent aller de leur table au tableau plus facilement. Ils peuvent bouger. Il faut une répétition pour tous les enfants, 10 ou non 10, pour arriver à du long terme, de l'entraînement. Et après, bien sûr, il existe des stratégies de compensation. Donc, au sein de l'école, nous avons une ergothérapeute et donc l'objectif étant justement d'apprendre à manipuler et utiliser l'ordinateur et le numérique.
il existe différents logiciels, des scanners qui vont nous permettre d'aller vers la lecture, hein, puisqu'à ce jour, les livres ne sont pas tous sous format numérique. Donc, et c'est important parce que c'est aussi l'autonomie des enfants. C'est ne pas avoir forcément une personne physique constamment à côté à les aider. Et c'est vrai que le fait de leur donner des outils, de par eux-mêmes, ils vont y aller seuls, ils vont y revenir le temps dont ils en ont besoin. Et c'est là où vraiment je trouve que c'est très intéressant. Donc, utilisation simultanée d'au moins 3 types de mémoire. Donc, on travaille avec les intelligences multiples de Watt-Gardner. Je ne vais pas développer ici, sinon... Voilà, donc tous nos cours sont sur format MP3, sont lus, parce qu'effectivement, un enfant qui a des difficultés de lecture ne peut pas lire son cours et l'apprendre si on le lit de manière saccadée. D'où l'intérêt, ce qu'on disait sur le numérique, d'avoir des voix humaines et pas des voix de synthèse. Et c'est un petit peu les difficultés à l'heure actuelle où les logiciels sont sont de synthèse. Et au niveau de l'apprentissage d'une leçon, là, c'est un petit peu difficile. D'où ce choix, si on peut revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît, d'où ce choix, pour l'instant, d'utiliser des formats MP3. Après, les enfants 10 ont d'autres aptitudes. Hein. Ils vont développer, comme l'a dit Madame Mauger, d'autres aptitudes. Ils vont arriver plus facilement à mémoriser s'il y a de la couleur, s'il y a des pictogrammes, s'il y a des schémas. Donc, on va favoriser un petit peu ce type de présentation et on va accompagner, on va utiliser la mémoire gestuelle. Donc, au sein de l'école, nous travaillons avec la méthode de Borel-Maisoni, hein, qui est une méthode gestuelle, mais nous l'utilisons de manière orthographique. Voilà. Et on voit très bien que certains enfants utilisent le geste pour intégrer l'orthographe, et au niveau de la lecture, dès qu'ils n'en ont plus besoin, ils ne l'utilisent plus. Voilà, de même. Mais ils peuvent s'en servir jusqu'au collège. Et certains 10 sévères qui vont s'en servir très longtemps. Ça va jusqu'à quel ? Au niveau de l'école, jusqu'au CM2. Après, on accompagne sur les stages et sur le soutien jusqu'au bac. Pour moi, quand on est 10, on peut y arriver. C'est un trouble de l'automatisation. Donc, on va avoir du mal à automatiser les règles orthographiques et grammaticales. Donc, je dirais que j'ai vraiment intégré, pour ma part, l'orthographe après le bac. Donc, c'est très long. C'est très long. On peut y arriver. Mais après plusieurs relectures, donc par rapport à la double tâche, on va séquencer. D'abord, on va vérifier les règles orthographiques, l'accord du verbe, puis ensuite les accords des pluriels. Et on peut tout à fait arriver à produire un texte sans faute d'orthographe, mais après plusieurs relectures, d'où cette réelle nécessité de temps supplémentaire. Voilà. On imagine vraiment la tâche d'un enseignant lambda dans une classe avec quelques enfants 10, de comment différencier les apprentissages. Merci le numérique pour le coup. Donc après, la démarche pédagogique, bien sûr, ça va être de s'appuyer sur les points forts. On a vu qu'ils ont une faible confiance en eux, mais ce sont, et je le répète encore, ce sont des enfants intelligents. J'ai eu la chance de rencontrer des enseignants qui m'ont donné la calculette à partir de la 6e, qui ont vu que j'avais la logique mathématique, mais je n'avais pas cet automatisme des calculs. Et donc, je faisais beaucoup de fautes de calcul. J'étais passionnée de mathématiques, mais je suis dyscalculique, donc c'est un petit peu aberrant. Il faut savoir que les mathématiques à haut niveau, c'est de la programmation informatique. Et on n'est plus du tout dans l'apprentissage en fait, des petites classes qui est vraiment gênante pour un enfant dyscalculique. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche multisensorielle, donc d'utiliser de l'écrit, utiliser de la manipulation, des supports numériques, voilà, de manière à ce que chaque enfant puisse se retrouver dans un domaine. Et le fait d'utiliser l'ensemble des domaines, on va développer, on va favoriser certains types de mémoire et on les aide à progresser.
Donc, la collection Colibri, vous avez Madame Favaro en haut à droite, qui est une des enseignantes-chercheurs qui a participé à la collection. Et effectivement, en amont, les enfants sont intervenus au niveau de la lecture. On choisit un petit peu la taille, la couleur du papier. On les a fait lire. Et c'est vraiment une lecture plaisir. On a une bibliothèque au sein de l'école. Ils viennent d'eux-mêmes chercher les livres. Et voilà, je trouve que le pari de la lecture et de la lecture plaisir a été gagné. Voilà. Il faut penser que c'est un vrai travail collaboratif. Les enfants sont surchargés. Hein. Il y a autour d'eux un ensemble de professionnels. Et voilà, c'est vraiment important d'impliquer et travailler avec les parents. Ce sont des enfants qui ne font pas exprès. Il faut les accompagner, il faut les encourager. Il faut savoir qu'autour d'eux, on a un ensemble de professionnels, hein, des enseignants, les orthophonistes, les psychologues, les psychomotriciens, les éducateurs. Ils sont très fatigables donc il faut tenir compte de ce planning qu'ils ont qui est souvent très surchargé. Et les efforts qu'ils fournissent ne sont souvent pas à la hauteur des résultats. Du moins, les résultats ne sont pas immédiats. Donc, il faut savoir être persévérant. Et d'ailleurs, un 10 qui s'en sort, ils sont recherchés parce que ce sont des enfants et des adultes, après, qui ont un très fort potentiel de travail. Ils travaillent énormément pour compenser parce qu'on doit toujours se dépasser. On doit toujours montrer que l'on peut, qu'on est intelligent et qu'on peut faire le même travail que les autres. Alors, juste avant d'être enseignante, j'ai travaillé chez Pierre Fabre en tant que statisticienne. Je suis rentrée, pour la petite histoire, à un certain moment donné. J'ai une collègue qui est rentrée 15 jours après. On a été prêtes en même temps. Et à la fin de ma formation, on m'a dit... J'étais lente, il m'avait fallu du temps, que j'étais peut-être pas opérationnelle immédiatement. Et puis, au final, au bout d'un certain temps d'adaptation, j'étais engagée. Donc, c'était pour dire que voilà, il nous faut plus de temps. Ce temps-là, il est nécessaire aussi bien quand on est jeune, mais aussi quand on est adulte, quand on est en formation. C'est un trouble de l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, on l'a quand on est à l'école, mais on l'a aussi quand on est en formation à l'âge adulte. Dès qu'on a un changement dans la vie courante, un déménagement, un changement de planning, c'est aussi une adaptation. Ça demande plus de temps. Pour venir, j'ai pris le temps, je me suis perdue. Mais voilà, le numérique aide. Vous avez les téléphones portables, il y a les GPS maintenant, et ça aide énormément. Et donc, l'objectif de l'association, c'est de permettre aux enfants de reprendre confiance en eux d'abord. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Enfin, ils ne voient pas leurs points positifs et leurs points forts. Donc, c'est arriver à les repérer pour eux, pour leur redonner confiance, pour pouvoir arriver à tirer sur les points forts. Et puis, surtout, acquérir une méthode d'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment une autre façon d'apprendre. Mais ce sont des enfants qui sont capables d'apprendre les mêmes notions. Voilà. Et bien sûr, de gagner en autonomie grâce à l'apport du numérique et de tout autre objet. J'ai envie d'ajouter, c'est des enfants qui aiment bien chercher pour comprendre. Et la preuve en est, c'est que ça donne des grandes figures de notre monde qui étaient des grands 10 comme Churchill, Einstein, Tom Cruise, Walt Disney, enfin bref. On a beaucoup de modèles de gens qui s'en sont sortis assez bien finalement dans la vie. Et donc peut-être qu'on a des personnes qui souhaitent intervenir, poser des questions, échanger. Vous n'avez pas de questions. Attendez. Hop. Ouais, ok, d'accord. Moi, je suis Mike Schneider, directeur de production de livres numériques à Bayard Press. On a fait une collection avec Moby 10 de 7 j'aime lire. Je suis aussi parent de 3 enfants, lycée, collège et primaire. Et je vois les moyens numériques dans les classes, c'est très pauvre dans mes écoles. Et est-ce qu'il y a un positionnement de l'éducation nationale par rapport à mettre les moyens pour équiper les écoles, aider les profs? Voilà. Peut-être c'est un sujet dans les autres tables rondes tout à l'heure, mais je ne vois pas du tout comment mettre ça en place dans les écoles de mes enfants, par exemple.
Merci. Non, il n'y a pas de table ronde spécifiquement qui parle de ça. Mais comme tu es là, Élie, on veut bien ta réponse quand même. Oui, ça, voilà. Donc, on peut commencer par c'est compliqué, comme sur un certain réseau social. Non, en fait, le principe, il est assez simple. C'est qu'il y a différents financeurs du numérique à l'école. Il y a bien sûr l'État, qui est là pour aider sur l'équipement des écoles. Mais il y a un maillon qui est de plus en plus important, ce sont les collectivités. La plupart du temps, les plans numériques, donc il y a les lycées Grand Est, par exemple, il y a ce qui se passe aussi dans certains départements. Ça repose sur les collectivités, et là où c'est compliqué, j'en reviens à ma première phrase, c'est que c'est d'abord un travail partenarial. Ça ne peut pas être piloté du haut entièrement, puisque aujourd'hui on se rend compte que lorsqu'on parle du numérique à l'école, c'est avant tout faire travailler différemment les acteurs. Ce n'est pas qu'une question d'outils. D'ailleurs, vous l'avez bien montré dans vos interventions, c'est ça qui était passionnant. C'est qu'en fait, évidemment qu'il y a la partie outillage qui est importante, mais c'est avant tout faire en sorte, faciliter, on va dire, le travail de différents acteurs entre eux, à la fois les pédagogues qui sont vraiment en tête de pont et directement dans les classes, et puis tous ceux qui sont autour, tous ceux qui accompagnent, les inspecteurs, les encadrants de tout type, et puis évidemment les collectivités, les laboratoires de recherche qui sont de plus en plus présents pour financer ce qu'on appelle la recherche-action dans les écoles. Donc malheureusement, j'aurais bien aimé avoir une grande réponse lyrique en disant voilà, c'est en place et tout suit. Non, c'est avant tout un travail de petits pas, un travail de facilitation de partenariat. Et j'insiste beaucoup, parce que je vois beaucoup de tweets là-dessus en ce moment, c'est que plutôt que de parler d'outils, il faut parler de nouvelles façons de travailler ensemble. C'est avant tout ça qui est important. Il n'y a pas que l'outillage. Et même l'entrée par l'outil, c'est souvent l'entrée la plus bloquante à l'école. Donc évidemment que l'équipement, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà. Réponse. Et juste, le citoyen a finalement quand même une petite marge de manœuvre avec son bulletin de vote. C'est à nous d'exiger de notre maire, de notre conseil départemental, de notre conseil régional qu'il y ait une part éducative forte dans les programmes. Je vais forcément paraître un peu provocatrice, mais quand on est dans une start-up et qu'on veut changer le monde, parce qu'évidemment on veut changer le monde, il faut partir des réalités. La réalité aujourd'hui, c'est que 92% des élèves au collège, ils ont un smartphone. Donc moi, je pars du principe que le problème de l'équipement, aujourd'hui, c'est parfois un paravent. Des solutions, il y en a. Tous les profs, ils ont un smartphone dans la poche. Enfin, tous, j'en sais rien, mais comme la plupart des gens ici. Donc, c'est un petit outil absolument formidable. Hein. C'est un outil. Enfin, on n'aurait pas pu imaginer être doté d'un outil pareil il y a encore 20 ans. Donc, des solutions, il y en a. Il faut trouver comment mettre sur ces outils-là, qui sont des outils que les ados affectionnent. Ils ont des écouteurs, donc écoutez, il n'y a pas de problème. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est leur donner du contenu. Et on est là pour ça. Du contenu et l'autorisation d'utiliser leur téléphone en classe dans une modalité pédagogique. Excusez-moi d'insister. Non, c'est moyen le cas. C'était le sujet. Peut-être Jean-François, tu peux rebondir là-dessus, puisque c'était une table ronde vendredi sur Educatis, justement sur le « apporte ton propre appareil dans ta salle de classe ». Mais non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que tout a été dit. On a une loi, c'est pas exactement celle qu'on espérait, mais elle permet quand même d'utiliser les smartphones en classe. Elle a même un avantage, je lui vois beaucoup d'inconvénients. Elle a quand même un avantage, c'est qu'elle oblige les établissements à se positionner et avoir un projet d'utilisation explicite, à le faire voter par le conseil d'administration. Et au fond, ça fait vraiment rentrer ces usages dans l'organisation et dans le fonctionnement du projet d'établissement, ce qui est plutôt une bonne chose. Je peux profiter du fait que j'ai le micro pour poser une question. Moi, c'est pas la première fois que je vois des présentations comme celle-ci. Et je me dis ou me demande, je ne sais pas si finalement vous avez fait un travail de conception qui rend accessible ces livres à des élèves qui ont des difficultés, mais qui rendent aussi accessibles ces livres à des élèves qui n'ont pas ces difficultés. Est-ce qu'au fond, ce sont des bonnes pratiques éditoriales, hein, je rabats ça sur le côté éditorial, c'est peut-être un petit peu schématique, mais est-ce que chez Belin, la collection Colibri est appelée à faire école et ces bonnes pratiques éditoriales appelées à se diffuser dans l'ensemble de vos collections ? Oui, c'est une très bonne remarque. C'est effectivement ce qu'on a pu constater. On ne s'en rendait pas forcément compte au moment du lancement de la collection, mais
On a pu constater, voilà, après des expérimentations, parce que chacun de nos titres est expérimenté dans des cabinets d'orthophonistes ou en classe avant qu'ils paraissent. Donc voilà, ça nous aide à améliorer évidemment nos livres. Et on s'est rendu compte lors de ces expérimentations que voilà, il y avait des élèves sans troubles 10 particuliers qui ça facilitait aussi la lecture et qui adoraient les histoires parce que ce sont des bonnes histoires, mais aussi parce qu'il y avait des outils vraiment qui facilitent la lecture d'un point de vue objectif pour tout enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des choses, enfin, on voit dans le secteur éditorial beaucoup de publications absolument magnifiques, des albums, même des livres de poche qui sont toujours très beaux, mais il y a un côté un peu élitiste où voilà, on fait des très jolies typographies avec empattement ou alors du texte qui vient sur l'image, enfin toutes ces choses que nous on trouve très belles en tant qu'adultes. Finalement, ça complique beaucoup les apprentissages, l'apprentissage de la lecture et la lecture, quoi. Et donc effectivement, tous ces grands principes de avoir une typo bâton, avoir un interlignage plus grand, etc., c'est des grands principes, effectivement, des grands principes éditoriaux qu'on aimerait pouvoir appliquer à d'autres collections et que petit à petit, on prend conscience de ces choses-là, à la fois pour des collections de lecture, des collections parascolaires, mais aussi pour les manuels scolaires, par exemple, qui sont là aussi très compliqués. Pour un dyslexique, c'est juste l'enfer, parce que voilà, il y a du texte dans tous les sens, il y a de l'image, il y a des typos différentes, il y a des niveaux de titres. Enfin, c'est vraiment, c'est juste pas du tout, c'est l'anti-accessible, l'anti-livre accessible. Mais voilà, ces grands principes-là, ça nous fait aussi réfléchir, et je pense qu'il y a un changement peut-être de mentalité qui est en train de se mettre en place chez les éditeurs en général et les éditeurs scolaires en particulier. C'est que des bonnes nouvelles. Peut-être une dernière remarque, Elisabeth ? Oui, alors moi j'avais envie de répondre aussi que effectivement tous les moyens qu'on peut mettre à la disposition des enfants apprenants sans trouble sont des moyens qui les stimulent, et j'en veux pour exemple, ou bien moi-même modestement quand j'étais petite, qui avait des grands 33 tours vinyles de la Ronde des enfants qui racontait l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs, avec un grand livret avec quelques images et des grosses écritures, et j'étais passionnée. Il n'y avait pas que Ali Baba, j'avais Cendrillon, j'avais tous les contes des enfants, je passais des heures à écouter ça, et la lecture ne m'a pas posé de problème. Et je veux comme deuxième exemple citer mon deuxième fils qui s'est emparé d'un petit ordinateur VTech pour enfants dans lequel il y avait des jeux d'associations de combinatoires, etc. Et il est arrivé au CP, il savait déjà lire tout seul. Je ne l'avais pas poussé plus que ça, mais il a tellement manipulé l'objet qui parlait, qui donnait des graphèmes, etc., que ça lui a posé aucun problème. Donc l'avantage par rapport à ces vieux outils-là, parce que maintenant ça remonte à un petit peu de temps, de ma jeunesse ou de celle de mon fils, mais la tablette va ajouter la possibilité de manier le graphisme en l'agrandissant, en le diminuant, en le voyant en couleur ou non, et en le faisant défiler avec des zones colorées, soit le texte tout entier, soit les raises. Ça, c'est le plus du numérique actuel que offre Colibri, et ça donne à l'enfant qui n'a pas de difficulté une possibilité d'apprendre presque tout seul finalement, une autonomie, comme disait Madame Delattre, qui est vraiment très intéressante pour les enfants sans difficulté. Voilà. Et donc pour conclure, on peut vous donner rendez-vous les 24 et 25 mars. Peut-être que Sharon veut dire un mot. Tu arrives pile à l'heure. Très ponctuel. Donc les 24 et 25 mars, on organise une première édition de Startup for Kids dédiée aux enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc l'idée de cette édition, c'est vraiment de montrer que sur l'école inclusive, le fait d'avoir des dispositifs qui permettent d'inclure tous les enfants, c'est bénéfique à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des enfants 10 ou hyperactifs qui sont diagnostiqués, détectés et pour lesquels des dispositifs sont mis en place. Mais tous les enfants, finalement, ont des difficultés qui se rapprochent de ces troubles et peuvent bénéficier de tous les outils qu'on peut mettre en place, des accompagnements pour les aider. Donc voilà, rendez-vous les 24 et 25 mars pour une édition vraiment dédiée à ce sujet. Merci. Merci à tous et puis à bientôt.